Bonjour à toi, chers zappeurs, bienvenue dans le monde fantastique du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce 36e numéro de Zapoupa, j'ai décidé de revenir sur un film qui m'a marqué adolescent et qui est selon moi le meilleur film de la saga avec le premier opus. Je parle bien entendu de Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar. Alors embarquons pour un numéro effroyable. Freddy 3, Les Griffes du Cauchemar est sorti en 1987 et a été réalisé par Chuck Russell. Prime Time à part, numéro 1. Il faut savoir que cet opus a vu revenir aux commandes du scénario Wes Craven. En effet, suite au succès du premier opus, Les Griffes de la Nuit, New Line avait engagé en douce un nouveau scénariste pour écrire le deuxième volet, La Revanche de Freddy, et ainsi surfer sur le succès des Griffes de la Nuit et engranger un peu plus de billets verts. Furieux, Wes Craven, se voyant dépossédé de sa création, décidera de claquer la porte. Ce dernier acceptera de revenir pour le troisième opus et sa présence à l'écriture se ressentira. Le film va tout de même subir de nombreuses lacérations lors de sa gestation pour arriver sur nos écrans. Début 1986, Craven va recevoir un appel de Robert Shaye, producteur, et Sarah Richer, coproductrice, qui veulent que Craven revienne pour retrouver l'intelligence d'écriture du premier volet. Craven va voir ici un moyen de reprendre les rênes de son bébé et va accepter. Il négociera en plus d'une belle somme le droit de réaliser une suite directe au premier volet. En juin 1986, Wagner, que Craven aura appelé en renfort, et Wes livrent un premier script intitulé Dream Warriors. La volonté ici des scénaristes est d'offrir un background à Freddy, mais le script ne convainc pas à Robert et Sarah car il semble trop décousu et incohérent. De plus, vouloir mettre l'accent sur le passé de pédophile de Freddy pose des questions aux producteurs sur l'aspect commercial du film. Le point positif dans tout ça reste que Robert et Sarah seront d'accord pour faire revenir Heather Langenkamp dans son rôle de Nancy. Il n'en reste pas moins que les personnes autour de ce projet s'arrachent les cheveux quant à son script. Et là, miracle, Rachel Talalay, une assistante de production travaillant pour New Line, arrive à convaincre Shaye, le producteur, d'engager deux scénaristes et futurs réalisateurs qui feront des étincelles dans l'avenir, tu les connais c'est sûr, Franck Darabont d'un côté, Les Évadés, The Mist ou encore La Ligne Verte dont j'ai déjà parlé ici, et d'un autre côté, Chuck Russell, The Mask en tant que réal ou Collatéral en tant que producteur. Les deux scénaristes seront OK pour étouffer le background de Freddy et garderont de nombreuses idées du premier script, comme l'hôpital psychiatrique, le pouvoir de Kristen ou encore le groupe de jeunes soi-disant suicidaires. Une dimension religieuse sera également donnée à ce troisième opus. Le film coûtera 4,5 millions de dollars alors que le chiffrage après lecture du scénario final s'élevait à 20 millions. Le réalisateur et scénariste Chuck Russell devra faire attention à la moindre dépense étant donné le faible budget qui lui est accordé. Malgré cela, ce dernier s'en sortira très bien puisque le film rapportera en tout quasiment 45 millions de dollars et se classera en 20e position dans le box-office 87 juste après le très célèbre Full Metal Jacket. Pas mal. De plus, il recevra des critiques globalement positives comparées au second opus. Il a également reçu des prix pour le meilleur film d'horreur et les meilleurs effets spéciaux. Le tournage a duré 1 mois et a eu lieu à Los Angeles. Prime Time à part, numéro 2, le film a été tourné dans l'église de Saint Brandon à Windsor Square et l'extérieur de l'hôpital psychiatrique est en fait le Royce Hall, un bâtiment du campus Westwood de l'UCLA situé à Los Angeles. Alors, de quoi parle Freddy, les Griffes du Cauchemar? Après les événements des Griffes de la Nuit, on retrouve un groupe de jeunes adolescents dans un hôpital psychiatrique. Ces derniers ont en commun d'avoir tous rêvé, enfin cauchemardé, de Freddy et d'avoir survécu. Les jeunes, ne trouvant aucune réponse à leurs questions avec le Dr Sims, vont bientôt voir apparaître une lueur d'espoir avec le retour de Nancy en tant que psychologue. Ces derniers vont devoir prendre le contrôle de leurs rêves, reflet de leurs désirs profonds, et se servir de leur monde pour repousser Freddy. Petit tour d'horizon du cast. Bien entendu, en premier, nous retrouvons le croque-mitaine Freddy Krueger. Comme dit plus haut, le personnage ici est beaucoup plus loquace que ses congénères qui sévissaient à la même époque. Le mutisme de Jason ou encore de Michael n'a ici pas sa place, et Freddy ne manque pas d'imagination pour exécuter ses victimes et leur servir des petites phrases bien senties. Freddy est campé par Robert Englund que tu as pu voir dans la série culte V, dans le slasher Urban Legend, ou enfin dans la saison 4 de Stranger Things en tant que Victor Creel. J'ai d'ailleurs déjà parlé de la saison 4 de Stranger Things juste ici. Le troisième opus va aussi revenir Nancy Thompson. On retrouve ici une jeune femme psychologue qui prend de l'hypnosile pour pouvoir survivre à Freddy. Celle-ci verra son arc narratif se conclure dans ce film. Elle est jouée par Heather Langenkamp que tu as pu voir dans Star Trek Into Darkness ou encore dans la récente série Midnight Club de Netflix où elle interprète le personnage du Dr Georgina Stanton. Cela ne t'aura pas échappé, on a ici Patricia Arquette qui joue le rôle de Kristen. Kristen est une jeune fille délaissée par sa mère. Cette dernière se fera interner sa fille pensant qu'elle a essayé de se suicider. Kristen a le pouvoir d'emmener les autres dans ses rêves.
Le personnage de Kristen est le flambeau direct à Nancy. Comme dit juste avant, Kristen est jouée par Patricia Arquette, que tu connais pour son rôle dans la série Medium, mais aussi pour sa participation à la saison 4 et 5 de Boardwalk Empire. Prime Time à part numéro 3, lors du tournage, Patricia Arquette n'avait que 18 ans. Chuck Russell eut beaucoup de difficultés à gérer ce groupe d'acteurs adolescents. Et pour cause, la première scène de Patricia nécessitera 52 prises, ce qui est énorme. Parlons de Ken Sagoes qui campe Roland Kincaid. Bien que son personnage n'ait rien d'extraordinaire, il faut tout de même retenir une chose. Il s'agit du premier personnage noir qui ne meurt pas dans un film d'horreur. Enfin, dernier point, notons la présence au casting de Laurence Fishburne, alias Max. Ici, il campe un docteur assez docile. Il est très connu notamment pour son rôle de Morpheus dans Matrix ou encore pour son rôle de Buffy King dans la saga John Wick. Alors, pourquoi on ne zappe pas Freddy, les griffes du cauchemar? Premier point, l'évolution du ton et de l'ambiance. La force de cet opus tient dans deux aspects que Darabont et Russell voudront imposer. Le premier est le côté humoristique de Freddy avec ses punchlines et sa célèbre phrase « Welcome Primetime, bitch ». En effet, Freddy ne manque pas d'humour et lorsqu'il encastre la pauvre Jennifer rêvant de célébrité dans le poste TV en lui disant « Bienvenue en primetime, bitch », ça fait mouche et auprès du spectateur qui ne peut s'empêcher de sourire face à cet humour corrosif. Le deuxième aspect, c'est qu'avec ce troisième acte, Freddy n'est plus un simple boogeyman. Il terrorise les jeunes en utilisant leurs peurs, leurs envies. Cela confère au film une ambiance visuellement marquante et ça fait de Freddy et de son aptitude un vrai faire-valoir pour son univers. En tant que spectateur, lorsque j'ai vu le film adolescent, la scène où le jeune meurt avec Freddy qui fait de lui sa marionnette m'a profondément marqué, idem pour la scène d'intro de Kristen dans la salle de bain. Deuxième point, ses effets spéciaux. Certes, le film accuse aujourd'hui le coup et certains effets spéciaux ont beaucoup vieilli, comme le fameux squelette dans la casse qui n'est pas sans rappeler Jason et les Argonautes. D'ailleurs, Prime Time à part numéro 4, cette fameuse scène n'était à la base pas prévue dans le script de Craven et Wagner. Mais Chuck Russell et Frank Darabont sont tellement fans de Ray Harryhausen, l'auteur de Jason et les Argonautes, qu'ils créeront toute cette séquence afin de lui rendre hommage. Aparté fini, revenons-en à nos effets spéciaux. Lorsque l'on connaît les contraintes budgétaires avec lesquelles le réalisateur a dû faire pour créer son film, je me dis qu'il s'en est très bien sorti. Le film est plein de moments visuellement très marquants et plutôt réussis, comme la scène où Freddy se transforme en espèce de serpent phallus, ou encore la scène avec le cochon grillé qui fut animé à la main plutôt qu'en animatronique. Car à l'époque, juste pour cette séquence, un tel usage aurait coûté environ 5 000 $. Au final, le film offre une vraie expérience visuelle au spectateur et marque quand même son esprit durablement. Troisième point, pour son propos. Le film parle du mal-être auquel peuvent être confrontés les jeunes. Il aborde les thèmes du suicide, de la drogue, des espoirs qu'on peut avoir, de l'impuissance que peuvent ressentir les parents, du sentiment d'isolement, du désir sexuel. Il parle de manière générale de foi. Où place-t-on sa foi? Dans les autres, dans nos rêves, dans la religion, dans la science? Le film, à mon sens, montre qu'il faut croire en soi. Le fait que Freddy soit le croque-mitaine de ce qui est ancré au plus profond de nous et que les jeunes se retrouvent à combattre sur leur propre terrain, entre guillemets, démontre justement que ces jeunes doivent croire en eux. Bien entendu, croire en soi n'apporte pas forcément le succès, mais en tout cas cela contribue à notre salut. Par conséquent, ce Freddy 3 nous dit de croire en nous, de ne pas mettre notre destin entre les mains de la religion, de la science ou des autres. Il nous dit que nous sommes les seuls maîtres à bord du navire et que c'est nous qui dirigeons nos propres vies. Le titre du film Dream Warriors n'est pas là pour rien non plus. Je pense qu'il va également dans ce sens en nous disant de nous battre pour nos rêves et notre vie en général. Prime Time à part numéro 5, la chanson thème du film s'intitule également Dream Warriors. Elle est interprétée par Dokken, un groupe de heavy metal. Ce titre est un énorme tube des années 1987. Ce style musical, souvent faussement associé à des gens pas bien dans leur tête, vient justement appuyer le contexte du film et de ces jeunes mal dans leur basket, souvent pris pour des marginaux, tout comme ceux qui écoutent ce style de musique. Avec ce son, la production frappe un grand coup et il y aura d'ailleurs un gros clip qui, je crois, de mémoire sera également ajouté à la VHS, en tout cas qui servira de promo, donc c'était quand même une grande première. Quatrième point, c'est scène occulte. Première scène, je l'évoquais tout à l'heure, il s'agit de la mort de Philippe. C'est cette scène qui m'a marqué enfant. Ici, Freddy joue vraiment sur le terrain psychologique des jeunes. Visuellement, je la trouve toujours aussi réussie et efficace. Un vrai moment de terreur et d'angoisse. Une des meilleures scènes de film d'horreur, selon moi, de tous les temps.
Deuxième scène, la mort de Jennifer. Idem, cette scène contient la fameuse réplique culte dont je parlais tout à l'heure, et en plus de ça, elle est bien foutue et fonctionne très bien sur le spectateur. Je trouve également que l'effet spécial de la télé avec la tête de Freddy qui sort est vraiment marquante. This is it, Jennifer. Your big break in TV. Welcome to prime time, bitch. Dernière scène, la scène d'intro de Kristen où Sassy se fait poursuivre par Freddy. Je trouve la scène plutôt bien ficelée, d'ailleurs on ne sait jamais si les victimes sont endormies ou éveillées dans le film et je trouve que ça maintient du coup une tension assez forte pour le spectateur. Enfin, cela est une métaphore servant à parler des tentatives de suicide chez l'adolescent et je trouve intéressant d'avoir ce type de propos dans ce genre de film souvent méprisé par le public, car souvent les slashers et les films d'horreur de manière générale sont relayés juste pour les publics qui aiment juste se faire peur et ils sont associés à des films qui n'ont pas forcément beaucoup de contenu et là pour le coup je trouve qu'il y a du propos dans ce film. En conclusion, je te conseille fortement de visionner Freddy les Griffes du Cauchemar, c'est un film visuellement très réussi, il traite de thèmes assez intéressants, certes il a vieilli mais on passe un moment très agréable devant et c'est pour moi peut-être le meilleur Freddy avec le premier, honnêtement je sais pas trop comment les départager. Ce numéro touche à sa fin, je suis désolé d'avoir mis tant de temps pour sortir le numéro sur Freddy, il devait arriver le 20 mais en fait j'ai été malade, j'ai perdu ma voix, je suis resté à faune pendant presque 10 jours, là encore comme tu peux l'entendre j'arrive à parler mais je parle beaucoup du nez, c'est très compliqué pour moi pour articuler et pour placer mes phrases correctement, je suis retombé malade en plus après donc ça a poussé, donc désolé du retard. Je te remercie en tout cas de me suivre, je t'invite à liker et partager la vidéo. Tu peux également me suivre sur ma page Facebook où il y a également un jeu concours en ce moment pour tenter de remporter une carte cadeau. En attendant de te retrouver pour un prochain numéro, je te dis à très bientôt et te souhaite une bonne semaine. Bye!